Katie avançait d'un pas rapide vers le grand salon, le plateau fermement serré entre ses mains. Ses yeux restaient fixés sur les tasses pour éviter tout faux mouvement. Dans cette maison, un geste maladroit suffisait pour déclencher une remarque glaciale de sa patronne. Elle était presque arrivée lorsqu'une voix sèche fendit l'air comme un coup de couteau. « Katie !» Elle s'arrêta net, serra les lèvres et inspira discrètement. Chaque fois que Madame Diabaté prononçait son nom de cette manière, Katie savait que la suite n'apporterait rien de bon. Elle entra dans le salon, la tête légèrement baissée, et sentit aussitôt le poids des regards sur elle. 2 invitées, des femmes élégantes, habillées avec soin, étaient assises sur le grand canapé crème. Elle la fixait avec cette curiosité distante que certains riches réservent aux domestiques, comme si elles observaient une créature étrangère. Debout près de la table basse, Madame Diabaté, vêtue d'un tailleur clair impeccable, croisa les bras. Ses yeux glissèrent sur le plateau que Katie portait. « C'est comme ça que tu présentes les tasses ici ? Regarde, elles ne sont même pas bien alignées. Et ces serviettes, on dirait qu'elles ont été pliées par un enfant. » Katie sentit une chaleur désagréable lui monter aux joues, mais son visage resta neutre. Dans cette maison, montrer ses émotions aurait été perçu comme une faiblesse. « Excusez-moi, madame, je vais arranger ça tout de suite, » répondit-elle d'une voix douce. « Arrange, oui, parce que dans cette maison, on ne vit pas comme au quartier. On représente un nom, et ce nom exige l'excellence. » Sans un mot de plus, Katie posa le plateau sur la table basse. Ses gestes, précis et mesurés, trahissèrent pourtant une légère tension. Elle prit chaque serviette, les plia soigneusement, rectifia la position des tasses, aligna les anses du même côté, vérifia chaque détail comme si sa vie en dépendait. Quand tout fut en place, elle se recula d'un pas. « Voilà, madame. » Madame Diabaté observa quelques secondes, hocha la tête. « Mieux, mais souviens-toi, ici, l'approximation n'a pas sa place. » Katie baissa les yeux, murmura un « Pardon, madame », presque inaudible, puis fit demi-tour. Son visage restait impassible, mais au fond, chaque mot prononcé devant ses invités avait laissé une petite piqûre invisible. Elle avait appris à encaisser, à se taire, à demander pardon même lorsqu'elle n'était pas en tort, parce qu'elle savait qu'ici, perdre son travail ne serait pas seulement un échec. Ce serait condamner sa mère et elle à plonger encore plus bas dans la pauvreté. Katie quitta le salon ce jour-là le visage impassible, mais à l'intérieur, les paroles de Madame Diabaté tournaient comme une chanson qu'on ne peut pas faire taire. Elle savait qu'il fallait continuer à avancer, à servir, à obéir. Mais parfois, elle se demandait comment sa vie avait pu changer aussi vite. Et chaque fois que cette question lui traversait l'esprit, les images revenaient. La vie de Katie n'avait pas toujours été ainsi. Il y a 3 ans à peine, Katie vivait avec sa mère dans un petit appartement modeste, mais plein de chaleur, dans un quartier populaire. Sa mère, Hawa, était une femme courageuse. Veuve depuis plusieurs années, elle avait élevé sa fille seule, sans jamais se plaindre. Elle travaillait comme vendeuse dans une grande boutique de tissus au marché d'Adjamé. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle nouait son pagne, attrapait son sac à main et partait avec son sourire habituel. Elle revenait le soir, fatiguée mais heureuse de raconter à Katie les petites histoires de la journée. À cette époque, Katie était en classe de première au lycée public du quartier. Sérieuse et studieuse, elle rêvait de devenir secrétaire dans une grande entreprise. Hawa répétait toujours « Ma fille, tes études, c'est ta clé. Avec ça, tu pourras aller plus loin que moi. » Mais un matin, tout bascula. C'était un mardi. Hawa était partie tôt comme toujours. Vers 9h, alors que Katie révisait dans la petite pièce qui leur servait de salon, on frappa à la porte. Elle ouvrit et se retrouva face à Samir, un jeune livreur du quartier. Essoufflé, le front perlé de sueur, il lui lança « Katie, vite, viens, ta maman a eu un accident. » Elle lâcha ses cahiers et courut derrière lui jusqu'à la route principale. Là, un attroupement s'était formé. Hawa était allongée sur le sol, consciente mais haletante, le visage crispé par la douleur. Un conducteur de moto-taxi se tenait à côté, expliquant qu'il avait voulu éviter un taxi et l'avait percuté de plein fouet. L'emmener à l'hôpital fut la première urgence. Les examens révélèrent que ses jambes avaient été gravement touchées.
Même après la guérison, elle ne pourrait plus rester debout longtemps ni porter de charges lourdes. Le verdict était tombé comme une sentence. Hawa ne pourrait plus reprendre son travail. Les semaines qui suivirent furent une épreuve. Entre les frais médicaux, le loyer et la nourriture, toutes leurs économies disparurent. Katie se retrouva face à un choix impossible, continuer l'école et voir leur situation s'effondrer ou abandonner ses études pour chercher un travail immédiatement. Elle prit la décision que beaucoup d'adolescentes n'auraient jamais dû avoir à prendre. Elle quitta le lycée. Pendant des mois, elle parcourut les rues à la recherche d'un emploi. Elle frappait aux portes, répondait à des annonces, mais à 18 ans, sans diplôme ni expérience, les refus étaient constants. Jusqu'au jour où Samir, encore lui parla d'un poste de domestique chez une riche famille de Cocody. Ce travail ne payait pas grand-chose, mais il garantissait un salaire régulier. Elle hésita à accepter. Elle savait qu'elle entrerait dans un monde très différent du sien, un monde où les regards pouvaient être durs et les paroles tranchantes. Mais la pensée de sa mère, assise à la maison sans revenu, finit par l'emporter. Et c'est ainsi qu'un matin, vêtue d'une robe simple et d'un foulard soigneusement noué, elle franchit pour la première fois le portail noir de la Villa Diabaté, sans savoir que cette décision allait marquer un tournant irréversible dans sa vie. Le jour où Katie franchit pour la première fois le portail de la Villa Diabaté, elle se sentit minuscule. Devant elle, s'étendait un jardin taillé au cordeau, avec des fleurs aux couleurs vives et un gazon si parfaitement coupé qu'on aurait dit du velours. Le chemin pavé menait à une immense maison blanche, aux vitres impeccables, qui reflétait le soleil comme un miroir. À l'entrée, Moussa, le vigile, lui ouvrit le portail. Grand, large d'épaules, vêtu d'un uniforme jaune parfaitement repassé, il la salua poliment. « Bonjour, mademoiselle. Vous êtes ?» « Katie. C'est pour le poste de domestique. » Il hocha la tête. « Entrez, je vais prévenir madame. » À l'intérieur, l'air était plus frais, parfumé d'un mélange subtil de fleurs et de cire pour meubles. Le sol en marbre clair brillait sous ses pieds. Katie avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. Madame Diabaté descendit les escaliers quelques instants plus tard. Elle portait un tailleur beige qui semblait taillé sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, ses ongles vernis d'un rouge éclatant. Son regard glissa sur Katie des pieds à la tête avant de s'arrêter sur son visage. « C'est donc toi, la nouvelle ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Oui, madame. Ici, on aime que les choses soient faites à la perfection. Pas de retard, pas d'approximation et surtout, pas de familiarité. Compris ? » « Oui, madame. » Elle lui fit faire le tour de la maison. Le salon principal, la salle à manger aux chaises en bois massif, la cuisine moderne où chaque ustensile avait sa place, et enfin, la petite chambre attenante à la cuisine qui serait la sienne. Tout respirait l'ordre et la précision. Dès le premier jour, Katie comprit qu'elle devrait redoubler d'attention. Madame Diabaté avait l'œil partout, un coussin légèrement de travers, un verre pas assez brillant, et la remarque tombait aussitôt, souvent devant d'autres personnes. « Ici, on ne vit pas comme au quartier, répétait-elle. On représente un nom, et ce nom exige l'excellence. » Monsieur Diabaté, lui, était très différent. Grand, le visage marqué par les années, il parlait peu. Il se contentait de saluer poliment, observant souvent Katie de loin sans intervenir dans les affaires domestiques. Mais elle sentait qu'il remarquait les choses, même s'il ne disait rien. Dans cette maison, un seul visage amical s'imposa rapidement, celui de Moussa. Chaque fois qu'elle passait près du portail, il trouvait un mot pour lui remonter le moral. « Courage, Katie. Ici, il faut avoir le cœur solide. » Elle lui souriait en retour, reconnaissante. Ses phrases, simples mais sincères, étaient parfois la seule chaleur qu'elle recevait dans la journée. Les semaines passèrent, rythmées par le travail méticuleux. Nettoyer, servir, ranger, préparer. Katie ne comptait pas ses heures. Elle supportait les remarques, encaissait les humiliations de Madame Diabaté, mais gardait en tête une seule chose. Son salaire payait le loyer, les médicaments et la nourriture de sa mère. Un vendredi soir, après avoir rangé la cuisine et vérifié que le salon était impeccable, elle enfila un pagne propre, glissa ses affaires dans un petit sac et salua Moussa à la porte. « Bon week-end, Katie !» lança-t-il. « Merci, Moussa. À lundi. » Elle prit le chemin de l'arrêt de Gbaka. Peu à peu,
les grandes rues calmes et les villas blanches de Cocody laissèrent place aux ruelles animées d'Abobo derrière rail. Les vendeuses de beignets, les appels des commerçants, les enfants jouant au ballon. Ce brouhaha familier lui redonnait un peu de vie. Quand elle arriva enfin devant leur petite maison, sa mère était assise sur un tabouret, un pagne coloré autour de la taille. En la voyant, elle se leva, le sourire aux lèvres. « Macady, enfin, te voilà. »« Oui, maman, la semaine a été longue. » Elles rentrèrent dans la petite cour. L'odeur de sauce graine flottait dans l'air. Sa mère lui servit un plat de foutou banane et pendant qu'elle mangeait, lui demanda « Alors, comment ça s'est passé ?» Cady hésita un instant. Comme toujours, elle m'a encore crié dessus. Cette fois, c'était pour des serviettes pas assez bien pliées. Awa soupira. « Ma fille, je sais que ce n'est pas facile, mais supporte. Un jour, Dieu verra tout ce que tu fais. » Elles mangèrent en silence. Malgré la fatigue, Cady savait que ces moments simples avec sa mère valaient plus que tout le reste. Le lundi matin, Cady arriva à la villa avant même que le soleil ne soit complètement levé. La rosée perlait encore sur les feuilles des hibiscus bordant l'allée. Comme toujours, elle salua Moussa d'un signe de tête et se dirigea vers la petite chambre attenante à la cuisine pour déposer son sac. Elle noua son foulard avec soin, enfila son tablier et commença sa routine. Le grand salon fut son premier arrêt. Elle passa un chiffon doux sur les vitres, réaligna les bibelots, lissa les coussins pour qu'aucun pli ne subsiste. Dans cette maison, même un détail invisible pouvait déclencher une remarque de Madame Diabaté. Alors qu'elle essuyait le bas d'une table basse, elle entendit des pas lents dans le couloir. Relevant la tête, elle vit Monsieur Diabaté entrer. Il marchait d'un pas mesuré, comme s'il ménageait ses forces. « Bonjour, Cady, » dit-il simplement. « Bonjour, patron. » Il observe un instant la table qu'elle venait de nettoyer. Toujours aussi appliquée, elle esquissa un léger sourire. « C'est normal, patron. » Il s'assit dans un fauteuil, mais Cady remarqua qu'il prit quelques secondes pour retrouver son souffle. Ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait ainsi ces derniers temps. Parfois, il restait assis plus longtemps que d'habitude sur la terrasse, un verre d'eau à la main, le regard perdu dans le jardin. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle traversait le couloir avec un plateau vide, elle croisa de nouveau le patron. Cette fois, il sortait de son bureau, tenant un dossier sous le bras. Son visage semblait légèrement tiré, comme marqué par une fatigue qu'il essayait de dissimuler. Cady n'y prêta pas trop attention sur le moment, mais elle savait observer. Et ces petits changements ne lui échappaient pas. En fin d'après-midi, Madame Diabaté descendit l'escalier, prête à sortir. Elle portait une robe élégante bleu foncé. Ses bijoux scintillaient à la lumière. Elle s'arrêta net en voyant Cady agenouillé, en train de nettoyer le coin du salon. « Toujours aussi lente », lança-t-elle d'un ton sec et de mépris. « Avec ta façon de travailler, je me demande encore pourquoi on te garde ici. Même une apprentie ferait mieux que toi. » Cady baissa la tête. Ses mains tremblaient légèrement sur le chiffon. Elle aurait voulu répondre, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Madame Diabaté soupira avec mépris, tourna les talons et ajouta froidement en direction de la porte. « Quand je reviendrai, j'espère que ce salon brillera. Sinon tu auras des problèmes. » Elle sortit sans un regard de plus, claquant la porte derrière elle. Cady resta immobile un instant, le chiffon à la main. Les mots de Madame Diabaté tournèrent dans sa tête comme une litanie blessante. « Même une apprentie ferait mieux que toi ?» Elle serra discrètement les lèvres. Elle avait appris à ne rien laisser paraître, mais à l'intérieur, chaque humiliation déposait une cicatrice de plus. Elle songea à sa mère, à leur petite maison, et se dit que c'était pour elle qu'elle devait tenir. Ce jeudi-là, la villa était étrangement calme. Madame Diabaté était sortie pour un déjeuner d'affaires, Moussa discutait tranquillement avec le jardinier près du portail, et Cady s'activait seule à l'intérieur. Elle balayait avec application, concentrée sur sa tâche, quand un léger bruit derrière la porte entr'ouverte attira son attention. Elle jeta un coup d'œil et aperçut le patron assis à son bureau, ou plutôt affaissé contre le dossier de sa chaise. Sa main gauche pressait sa poitrine et une fine pellicule de sueur perlait sur son front. « Patron, ça va ?» demanda-t-elle en posant immédiatement son balai pour s'avancer. Il releva la tête vers elle,
esquissant un sourire forcé. « Ça va, juste un peu de fatigue. » Mais sa voix était faible, comme si chaque mot lui demandait un effort. Katie sentit une inquiétude lui serrer la poitrine. Elle savait que ce n'était pas normal. « Restez assis, je reviens tout de suite, » dit-elle d'un ton ferme. Elle sortit précipitamment, traversa le jardin et aperçut Moussa. « Moussa, viens vite, le patron ne va pas bien. » Moussa lâcha l'éponge avec laquelle il nettoyait la voiture et se précipita à l'intérieur. Ensemble, ils aidèrent M. Diabaté à s'asseoir plus confortablement dans un fauteuil du salon. Moussa lui apporta un verre d'eau, tandis que Katie, agenouillée près de lui, posait une main légère sur son bras. « Respirez doucement, patron. Ça va aller. » Quelques secondes plus tard, des talons claquèrent dans l'entrée. Madame Diabaté venait de rentrer. Elle s'arrêta net en voyant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » ?»« C'est monsieur. Il ne se sent pas bien, » expliqua Moussa, essoufflé. Sans perdre une seconde, elle sortit son téléphone. « Attendez, je vais appeler le médecin. » Pendant qu'elle passait l'appel, Katie resta à côté de M. Diabaté, lui parlant calmement, le rassurant par de simples phrases. Ce n'était pas grand-chose, mais elle voyait dans ses yeux que ça comptait. Ce jour-là, la routine de la maison changea. Sur les conseils du médecin, M. Diabaté devait désormais être surveillé de près. Katie se porta volontaire sans hésiter. Même les week-ends où elle avait l'habitude de rentrer voir sa mère, elle restait à la villa. Et elle tint parole. Même la nuit, elle dormait d'un sommeil léger, attentive au moindre bruit. Sa présence discrète mais constante allait devenir indispensable. Un dimanche matin, la maison baignait dans un silence inhabituel. Le soleil, encore doux, filtrait à travers les rideaux, caressant les meubles du grand salon d'une lumière paisible. Sur la terrasse, M. Diabaté s'était installé avec un livre à la couverture usée, ses lunettes posées sur son nez. Il releva la tête en entendant des talons claquer dans l'escalier. Madame Diabaté descendait, vêtue d'une robe élégante, un sac à main assorti déjà prêt sur son épaule. Jeta un coup d'œil à son mari, puis dit d'un ton détaché « J'ai un déplacement à faire, je pars pour la journée. » M. Diabaté ferma doucement son livre et leva les yeux vers elle. « Un dimanche, tu ne pouvais pas reporter ?»« Reporter ?» répéta-t-elle en arquant un sourcil. « Impossible. Ce rendez-vous est important pour mes affaires. » Il marqua une pause, son regard grave posé sur elle. « Et moi, alors ? Tu sais que je ne vais pas bien depuis quelque temps. Tu pars quand même ?» Madame Diabaté soupira, agacée. « Tu exagères toujours. Tu as Katie et Moussa ici. Ils veilleront sur toi. Je ne vais pas annuler mes engagements à cause d'une petite fatigue. » Les mots tombèrent froidement. Monsieur Diabaté se redressa lentement, visiblement touché. Un silence lourd suivit. Les yeux de Monsieur Diabaté se plissèrent, blessé par le ton de sa femme. « Un jour, tu comprendras que l'argent et les voyages ne remplacent pas une présence. » Madame Diabaté fit mine de ne pas entendre, jeta un dernier regard circulaire et lança d'un ton tranchant. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Repose-toi, je rentrerai ce soir. » Puis elle sortit. Monsieur Diabaté resta immobile, son livre ouvert sur ses genoux, les yeux fixés dans le vide. Une ombre passa dans son regard. Ce n'était pas la première fois qu'il sentait que, dans cette maison, sa femme n'était plus à ses côtés, mais déjà ailleurs. À quelques pas de là, Katie, qui revenait du couloir avec un plateau, avait surpris la scène. Elle s'arrêta, le cœur serré, observant discrètement le patron assis seul sur la terrasse. Elle vit son air fatigué, la lassitude dans ses yeux, et comprit à cet instant qu'il n'avait plus vraiment d'épouse à ses côtés. Un sentiment étrange l'envahit. Elle n'était qu'une domestique, mais elle savait que, désormais, c'était elle qui représentait la seule véritable présence auprès de lui. Plus tard dans la journée près du portail, Moussa discutait avec Katie qui revenait de la cuisine avec un plateau vide. « Tu es sûr que tu ne veux pas rentrer chez ta mère aujourd'hui ?» demanda-t-il en la regardant avec bienveillance. Katie hésita, puis répondit d'une voix douce. « J'en ai envie, Moussa. Tu sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et j'aimerais savoir comment elle va. Mais la situation du patron me préoccupe. Sa femme n'est presque jamais là, et si quelque chose lui arrivait en mon absence, je ne pourrais pas me le pardonner. » Moussa hocha la tête, comprenant ses inquiétudes.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que M. Diabaté, assis sur la terrasse, avait tout entendu. Il posa son livre sur la table et appela « Kédi, viens me voir un instant. » Surprise, elle s'approcha. « Oui, patron ? Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé voir ta mère ? » Presque 3 semaines, patron. » Il fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas raisonnable. Ce week-end, tu pars la voir. Ne t'inquiète pas pour moi. Moussa sera là. »« Mais patron, il n'y a pas de mais. » Coupa-t-il doucement mais fermement. « Va voir ta mère. Profite d'elle. Je t'y autorise et j'insiste. » Elle baissa la tête, gênée. « D'accord, patron. Merci. » Le samedi matin, Kédi prit donc le Gbaka en direction d'Abobo. Retrouver sa mère, l'embrasser, partager un repas simple avec elle. Ces moments lui réchauffèrent le cœur. Elle lui raconta à demi-mot comment ça se passait à la villa, mais garda pour elle les détails les plus durs. Pendant ce temps, à la villa, l'état de M. Diabaté se dégrada. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que la maison était silencieuse, Moussa entendit du bruit venant de la chambre principale. Il monta précipitamment et trouva le patron assis au bord du lit, le souffle court, la main crispée sur la poitrine. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-il inquiet. Monsieur Diabaté tenta de répondre, mais ses mots s'étranglèrent dans sa gorge. Sa respiration devint sifflante, presque douloureuse. Moussa, paniqué, prit immédiatement son téléphone et appela Madame Diabaté, qui n'était toujours pas rentrée. « Madame, venez vite, c'est monsieur, il ne respire plus bien. » Il y eut un silence au bout du fil, puis la voix glaciale de Madame Diabaté répondit « J'arrive. Tenez-le tranquille en attendant. » Elle raccrocha aussitôt. Moussa resta seul, impuissant, à côté du lit. Il mouilla un linge qu'il posa sur le front du patron, essayant de l'apaiser. Les minutes parurent une éternité, ponctuées seulement par la respiration haletante de M. Diabaté allongé sur le lit. Quand enfin Madame Diabaté rentra, son sac encore au bras, Moussa se précipita vers elle. « Madame, on doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Elle fronça les sourcils, exaspérée d'avoir dû écourter sa sortie, mais devant l'état de son mari, elle fit signe de la tête. Ensemble, ils installèrent M. Diabaté dans la voiture et prirent la route vers l'hôpital. Le lundi matin, Kédi arriva devant le portail de la villa, son sac encore à la main. Moussa, posté à son habituelle chaise près de la guérite, se leva en la voyant. « Bonjour Kédi, » dit-il, le visage marqué par la fatigue. « Bonjour Moussa. »« Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant aussitôt son air inquiet. Il soupira, hésita un instant, puis répondit « Depuis ton départ samedi, le patron ne s'est pas senti bien. Hier soir, ça s'est aggravé. Madame a dû le conduire à l'hôpital en urgence. » Kédi sentit son cœur se serrer. Elle resta figée quelques secondes, la main crispée sur la sangle de son sac. « À l'hôpital » murmura-t-elle. « Oui » confirma Moussa d'un ton grave. « Depuis hier, il y est toujours. On espère qu'il ira mieux, mais ce n'était pas facile de le voir ainsi. » Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit lointain des oiseaux. Kédi inspira profondément, comme pour se contenir, puis hocha la tête sans insister. « Merci Moussa, » dit-elle d'une voix basse. Il répondit d'un signe de tête avant de regagner sa chaise. Kédi franchit alors le portail. En entrant dans la maison, le silence du grand salon lui donna la chair de poule. Elle posa son sac, retroussa ses manches et se mit aussitôt au travail. Nettoyer la cuisine, dépoussiérer les meubles, laver les vitres, mais ses gestes étaient mécaniques, comme vidés de leur sens. Son esprit, lui, restait fixé sur une seule image, Monsieur Diabaté, pâle et affaibli, le jour de son malaise. Toute la journée, elle jeta des coups d'œil vers la porte, espérant voir Moussa revenir avec de bonnes nouvelles. Mais le temps s'étirait, lourd et oppressant. En fin d'après-midi, le bruit sec d'une voiture qui se gare brisa le silence. C'était Madame Diabaté. Elle entra d'un pas rapide, le visage fermé, et lança aussitôt « Kédi, comment as-tu pu ?» Kédi se figea, le chiffon à la main. « Madame, tu as négligé monsieur. Depuis quand tu pars chez ta mère alors que son état est fragile ?» La voix de Madame montait d'un ton tranchante. « Madame, ce n'est pas que...
J'étais partie parce que le patron lui-même m'a dit d'aller voir ma mère. Oui, bien sûr, répondit-elle avec un geste agacé. Mais il fallait insister pour rester. Katie sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu répondre, se défendre, mais elle savait que chaque mot pourrait empirer les choses. Elle baissa les yeux et garda le silence. Le téléphone fixe de la maison se mit à sonner, brisant le silence pesant. Madame Diabaté s'en saisit d'un geste sec. « Allô ? Oui, c'est bien moi. » Au fil des secondes, son visage changea. La colère se figea, remplacée par un vide brutal. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? Mais... non !» Sa voix s'étrangla. Elle lâcha un « non !» à peine audible, puis resta immobile. Un silence lourd tomba. Katie s'arrête net, son chiffon à mi-chemin de la table. Moussa, qui venait d'entrer dans le couloir, s'immobilisa lui aussi. La voix de madame trembla légèrement quand elle lâcha enfin « Monsieur Diabaté est décédé ». Les mots flottèrent dans l'air, lourds comme du plomb. Moussa baissa les yeux, murmurant une courte prière. Katie sentit ses jambes faiblir. Elle posa lentement le chiffon sur la table et recula d'un pas. Un mélange de tristesse et de vide s'empara d'elle. Elle repensa à ses regards silencieux, à ses rares sourires, aux remerciements discrets qu'il lui avait adressés. Elle venait de perdre bien plus qu'un employeur. Après l'annonce, la maison plongea dans un silence pesant. Madame Diabaté, encore sous le choc, s'enferma dans sa chambre. Moussa errait dans le jardin, les mains dans les poches, le regard perdu. Quant à Katie, elle se réfugia dans sa petite chambre attenante à la cuisine. Assise sur son lit, elle tenait entre ses mains le foulard qu'elle avait porté le jour où elle avait rencontré Monsieur Diabaté pour la première fois. Elle se revoyait, timide, baissant les yeux, ne sachant pas qu'un homme qu'elle voyait comme un patron distant finirait par changer sa vie. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Elle pensa aussi à ce week-end où il l'avait poussée à aller voir sa mère. Un pincement au cœur la traversa. Et si elle n'était pas partie, aurait-elle pu l'aider ? Le lendemain, les préparatifs des funérailles commencèrent. Des proches de la famille affluaient, certains sincèrement attristés, d'autres plus préoccupés par les discussions discrètes qui se tenèrent dans les coins. « Il n'avait pas d'enfant », murmura une voix dans le salon. « Oui, alors tout reviendra à sa femme, probablement. » Katie passait entre eux, silencieuse, apportant de l'eau, déplaçant des chaises, invisible aux yeux de la plupart. Pour certains, elle n'était qu'une domestique, une silhouette qui ne comptait pas dans cette histoire. Le jour de l'enterrement, la villa fut envahie de monde. Le cortège partit dans un silence solennel, ponctué des pleurs des plus proches. Katie se tenait en retrait, à côté de Moussa. Elle n'osait pas s'approcher de trop près, par respect. Mais au fond, chaque mot des discours lui semblait personnel, comme s'il parlait aussi de ce qu'il avait été pour elle. Après l'inhumation, les jours suivants furent lourds et tendus. Madame Diabaté recevait la famille et quelques hommes en costume dans le salon. Parfois, en passant, Katie surprenait des bribes de conversation. « Le notaire veut voir tout le monde. Paraît qu'il a laissé des instructions précises. » Ces murmures éveillaient des interrogations. Quelles instructions ? Pourquoi tout le monde semblait nerveux ? Puis, un jeudi matin, la convocation officielle arriva. Une grande enveloppe portant le cachet d'un cabinet de notaire. Madame Diabaté lut rapidement, fronça les sourcils, puis annonça d'un ton sec « Nous devons tous nous rendre au cabinet du notaire demain. Il va lire les dernières volontés de mon mari. » Dans la pièce, un silence lourd s'installa. Moussa échangea un regard discret avec Katie, comme pour dire « Il va se passer quelque chose. » Le lendemain matin, la villa s'éveilla plus tôt que d'habitude. Chacun se préparait pour le rendez-vous au cabinet du notaire. La voiture de Madame Diabaté était déjà prête devant le portail. Katie, bien qu'invitée, se sentait étrangère dans ce cortège. Elle s'installa à l'arrière, près de Moussa, le cœur battant. Le trajet jusqu'au cabinet se fit dans un silence tendu. Madame Diabaté fixait la route, le visage fermé. À l'arrière, Katie jetait des coups d'œil discrets par la fenêtre, observant les rues qui défilaient, comme pour calmer l'agitation qui lui nouait l'estomac. Le cabinet du notaire se trouvait au dernier étage d'un immeuble moderne du centre-ville. Dans la salle d'attente,
Ils furent rapidement conduits dans un grand bureau aux murs tapissés de livres reliés. Derrière un large bureau en bois massif, un homme d'une 50aine d'années se leva pour les saluer. Costume sombre, lunettes fines, il dégageait une autorité tranquille. « Bonjour à tous, je suis maître Quadio, le notaire de feu monsieur Diabaté. Veuillez vous asseoir. » Autour de la table, les places se prirent dans un froissement de tissu. Madame Diabaté s'installa au premier rang, entourée de 2 cousins venus du village. Kady, elle, resta légèrement en retrait, près de Moussa. Maître Quadio ouvrit un dossier épais, en sortit plusieurs feuilles, puis prit la parole. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner lecture des dernières volontés de monsieur Diabaté, consignées dans un testament rédigé et signé en ma présence. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Monsieur Diabaté, n'ayant pas d'enfant, a souhaité répartir ses biens entre sa famille proche et une personne à qui il tenait particulièrement. Un murmure parcourut la salle. Les cousins se redressèrent, certains échangèrent des regards entendus. Il a exprimé le souhait que la moitié de ses biens, comprenant certaines parts dans ses affaires et une somme d'argent, revienne à sa famille. L'autre moitié revienne à mademoiselle Kadidiatou Koné, dite Kady, son employée domestique. Le silence fut total. On aurait pu entendre tomber une aiguille. Tous les regards se tournèrent envers Kady, stupéfaite. Madame Diabaté écarquilla les yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Le notaire ne se laissa pas déstabiliser. « Monsieur Diabaté m'a confié dans ce document que mademoiselle Kady avait fait preuve d'une loyauté, d'un dévouement et d'une intégrité exceptionnelle à son égard, surtout durant les dernières années de sa vie. Il a insisté pour que la maison où elle travaillait devienne sa propriété, ainsi qu'une partie de ses biens financiers. Il marqua une pause, puis sortit une petite enveloppe scellée. Il m'a également remis une note manuscrite, destinée à être lue publiquement lors de cette séance. Il déplia le papier et lut à voix claire. « À celui ou celle qui lira ces lignes, je veux que tout soit consigné ici. Kady est entrée dans ma maison comme domestique, mais elle y a travaillé avec plus d'honneur que bien des amis que j'ai connus. Dans mes moments de faiblesse, alors que d'autres s'éloignaient, elle est restée. Elle a veillé sur moi, parfois au détriment de sa propre famille. Je n'ai pas eu d'enfants, mais si j'en avais eu, j'aurais voulu qu'ils aient son courage, sa dignité et son cœur. Ce que je lui laisse aujourd'hui est peu comparé à ce qu'elle m'a donné. La preuve qu'il existe encore des êtres humains qui savent servir sans trahir, aimer sans attendre en retour. La vraie richesse ne se mesure pas en ce que l'on possède, mais en ce que l'on laisse à ceux qui nous ont prouvé leur fidélité. » À mesure que le notaire lisait, la pièce se chargeait d'un silence lourd. Chacun, même les plus sceptiques, baissait les yeux. Madame Diabaté, crispée sur sa chaise, tenta d'objecter, cherchant à contester. Ce n'est pas juste. » Mais le notaire, imperturbable, désigna la signature et la date au bas de la lettre. « Ceci est un document officiel, écrit et signé de la main de votre mari, en ma présence. » Devant les cousins, les employés et même Moussa, Madame Diabaté sentit ses joues chauffer. Elle comprit que tout le monde savait désormais qu'elle n'avait pas été la personne la plus présente auprès de son mari. Les visages autour de la table étaient partagés entre incompréhension, gêne et colère contenue. Les cousins, qui quelques minutes plus tôt semblèrent confiants, se renfrognèrent. « Tout est en règle, » conclut maître Quadio. « Les documents seront signés cet après-midi. » À la sortie du bureau, l'atmosphère était lourde. Madame Diabaté marchait d'un pas sec, sans adresser un mot à Kady. Moussa, lui, posa discrètement une main sur l'épaule de la jeune femme. « Tu le mérites. Il savait qui tu étais vraiment. » Le lendemain, en début d'après-midi, Kady revint au cabinet du notaire pour finaliser la signature des documents. Les formalités prirent du temps, mais à la fin, tout était clair. La maison où elle avait servi pendant des années, ainsi qu'une partie des biens financiers de monsieur Diabaté, lui appartenaient désormais. Quand Kady quitta l'immeuble du notaire, un léger vent frais caressa son visage. Elle leva les yeux vers le ciel, comme pour y chercher l'ombre de celui qui avait changé sa vie.
Merci, patron, murmura-t-elle. Pendant ce temps, à la villa, Madame Diabaté tournait en rond dans le grand salon. Ses talons claquèrent sur le marbre, résonnant comme un écho de colère. Ses valises étaient déjà ouvertes dans la chambre, et elle jetait ses vêtements dedans sans même les plier. Les portes des placards claquaient, les tiroirs s'ouvraient violemment. Son visage était crispé, ses gestes nerveux. Elle avait l'impression que chaque meuble, chaque mur de cette maison, la regardait avec reproche. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, le regard perdu dans le vide, serrant les poings. « Ce n'est pas fini » souffla-t-elle entre ses dents. En fin d'après-midi, Katie franchit le portail de la villa, le cœur encore chargé des émotions du notaire. Dès qu'elle leva les yeux, elle aperçut les valises de Madame Diabaté soigneusement alignées près de la porte d'entrée. Madame Diabaté se tenait droite, figée comme une statue. Ses lunettes noires cachaient à moitié son regard, mais la froideur de sa posture suffisait à glacer l'air autour d'elle. « Profite !» lâcha-t-elle d'une voix tranchante. « Mais ne crois pas que c'est fini. » Un silence lourd suivit. Katie resta immobile, ses doigts crispés. Dans ce bref échange, tout était dit. Le mépris, la menace et cette amertume qui ne voulait pas mourir. Sans attendre de réponse, elle fit signe au chauffeur de charger ses affaires. La portière claqua et la voiture s'éloigna dans un silence froid. Katie resta un moment immobile devant le portail fermé, le cœur serré, consciente que si une page venait de se tourner, une autre pourrait bien s'ouvrir. Le lendemain après-midi, Katie descendit d'un jébaka devant la petite maison qu'elle partageait avec sa mère. Le chemin poussiéreux lui parut plus long que d'habitude. Sous l'auvent, maman Hawa était assise sur son tabouret, triant des arachides. En apercevant sa fille, elle esquissa un sourire fatigué. « Ma Katie, te voilà. Tu es rentrée plus tôt que prévu ?» Katie posa son sac, s'agenouilla devant elle et prit ses mains. « Maman, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Le sourire de Hawa s'effaça légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Katie inspira profondément. « Maman, Monsieur Diabaté est décédé. » Hawa écarquilla les yeux, saisie. « Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Katie serra ses mains, la voix un peu tremblante. « Je suis venue le week-end dernier parce qu'il avait insisté pour que je passe du temps avec toi. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais son état s'est aggravé en mon absence et il n'a pas tenu. » Hawa resta silencieuse un instant, le regard perdu, puis soupira profondément. Que Dieu lui fasse miséricorde. C'était un homme respectable, malgré tout ce qu'on pouvait dire. Elles restèrent silencieuses un moment, chacune plongée dans ses pensées. Puis Katie reprit. « Maman, il m'a laissé quelque chose. » Hawa fronça légèrement les sourcils. « Te laisser ? Comment ça ?» Katie prit les mains de sa mère. « La maison où je travaillais, elle est à nous maintenant, et il a aussi laissé un peu d'argent. On ne paiera plus de loyer, et on pourra vivre dans de bien meilleures conditions. » Les yeux d'Hawa s'emplirent de larmes. « Ma fille, tu es sérieuse ? » ?»« Oui, maman. Le notaire l'a confirmé hier. » Hawa secoua lentement la tête, soupirant. « Et la patronne ? Comment a-t-elle réagi ?» Katie eut un petit sourire amer. « Elle n'a pas bien pris la nouvelle. Enfin, surtout ce que le notaire a lu. Avant de partir, elle m'a dit que ce n'était pas fini, qu'elle ne comptait pas en rester là. » Hawa fronça les sourcils, inquiète. « Et ça ne t'inquiète pas, ça ? » ?»« Pas vraiment, maman, » répondit Katie avec calme. « Le notaire m'a assuré que tout est en règle et que j'ai sa protection si elle tente quelque chose. Alors, je préfère ne pas me laisser troubler. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Le matin du déménagement, un petit camion se gara devant la cour. Les voisins s'étaient attroupés, certains intrigués, d'autres souriants. Quand elles arrivèrent devant la villa, Moussa était déjà là, appuyé contre le portail. Il s'avança, un sourire sincère au visage. « Bienvenue chez toi, Katie. » Elle eut un sourire ému. « Merci, Moussa. Tu sais que tu m'as beaucoup aidé à tenir ici. »« C'est toi qui as fait le plus dur, » répondit-il. Le patron avait raison. La loyauté finit toujours par payer. Il les aida à décharger les cartons, portant même les plus lourds jusqu'à la cuisine. Avant de repartir à son poste, il lança en riant. « Maintenant,
Je travaille pour la propriétaire. Je dois faire encore plus attention. » Katie rit, mais ses yeux brillaient. Voir Moussa là, fidèle, rendait cette nouvelle vie un peu moins intimidante. Le soir venu, installés sur la terrasse, mère et fille contemplaient le jardin illuminé. « Tu sais, maman, le patron m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais, » dit Katie doucement. « Je t'écoute, ma fille. Il disait souvent que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on laisse dans le cœur des autres. » Hawa serra sa main, les yeux humides de fierté. Et dans ce silence apaisant, Katie sut que, malgré toutes les humiliations et les épreuves, elle avait hérité de bien plus qu'une maison. Elle avait gagné la dignité, la paix et la certitude que chaque acte de bonté finit toujours par porter ses fruits. Mais au fond d'elle, une ombre persistait. Les mots de Madame Diabaté résonnaient encore. Ce n'est pas fini. Que voulait-elle dire par là ? Qu'avait-elle encore en tête ? Une menace voilée ? Un simple excès de colère ? Ou le début de quelque chose de plus sombre ? Une chose est sûre. Ce qui attend Katie pourrait bien remettre en question tout ce qu'elle croyait acquis. La suite risque d'être plus imprévisible que jamais. Si vous voulez découvrir la suite et savoir ce que Madame Diabaté prépare, écrivez en commentaire « Je veux la suite ». Et abonnez-vous dès maintenant à HD Story pour ne pas manquer la partie 2, car ce qui arrive risque d'être encore plus inattendu.